Et oui, tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour parler du dernier épisode de Dragon Ball Super, épisode 55. Alors ça fait 2 semaines qu'on doit attendre, pour savoir enfin ce que voulait Zeno-sama, le roi de tout, à Sangoku, puisqu'il l'a entre guillemets convoqué, voilà, il a demandé à revoir Sangoku. Donc moi je vous avais dit que je ne savais pas vraiment quoi penser de cette rencontre, mais que j'espérais qu'on nous montre un peu plus cette relation entre Zeno et Goku, et peut-être aussi l'intéressement de Zeno pour Goku, peut-être pour sa simplicité, tout ça. Du coup j'ai été assez ravi de cet épisode, puisqu'il tourne essentiellement autour de ça. En plus à côté de ça on a eu pas mal de petites révélations, bon, plus ou moins intéressantes, si bien sûr vous suivez toute l'actualité de Dragon Ball Super à côté, il y avait certaines choses qu'on savait déjà du coup, mais sinon ça restait quand même très intéressant. Et j'aime pas trop parler de l'animation et tout ce genre de choses, vous le savez. Mais pourtant, je sais pas si ça vient de moi ou de mes yeux qui commencent à partir en couille, mais j'ai trouvé la colo de cet épisode beaucoup plus proche de DBZ que les autres épisodes que je trouve un peu trop flashy. Pour ça aussi que j'aime pas trop le design de DB Super, que je vous dis souvent, qui pour moi est un petit peu cartoonesque et du coup a des couleurs très très flashy. Et ici, j'ai trouvé que non, la colo de l'épisode était franchement pas mal, très proche de DBZ. Même les plans, les mises en scène étaient vraiment très intéressantes, étaient très plaisantes. Elles me rappelaient beaucoup ce qu'on pouvait voir dans DBZ. Je pense notamment à la scène où Goku va voir Zeno-sama, justement, dans son palais. On a des plans, par exemple, de profil avec un Goku qui rappelle énormément celui de DBZ, donc qui lui donne un côté un peu plus charismatique, plus mature qu'à l'accoutumée. Donc c'était très agréable de voir ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui va être mis en scène autour du fait que tout le monde flippe finalement de cette rencontre, que Zeno, s'il est frustré, pourrait faire disparaître l'univers 7 et tous ses habitants ainsi que tous ses dieux d'un claquement de doigts, et que Goku prend bien sûr tout ça à la légère, ne se stresse pas du tout de cette rencontre. Donc c'était plaisant aussi de voir un petit peu ça, et de voir quand même ce personnage fidèle à lui-même finalement. Et finalement c'est pour le mieux, puisque je pense que c'est pour ça que Zeno-sama est intéressé par Sangoku, tout simplement parce qu'il le traite normalement, et qu'il ne pense pas forcément à toutes ces histoires de hiérarchie et à en faire des tonnes, des caisses comme on pourrait dire, tout ça pour sauver sa planète. Donc c'était très très intéressant de voir cette relation entre les deux personnages. Mais parlons un petit peu plus de ce que je suppose vous intéresse, et c'est notamment les révélations autour des Kaioshin et des Zakaishin, donc les dieux de la destruction, puisque au début de l'épisode, quand tout le monde se prépare pour cette convocation, Whis lâchera le morceau en disant que si un Kaioshin meurt, un dieu de la destruction meurt aussi. Les Kaioshin et les dieux de la destruction forment un ensemble. On a encore une fois cette notion d'équilibre, un petit peu aussi de positif, de négatif, de tout ce qui va par paire, les univers jumeaux, tout ça. Dragon Ball Super tourne énormément autour de ces sujets-là, je trouve. Et donc on retrouve encore une fois ça, et donc comme le dit si bien Goku, si finalement ils veulent se débarrasser de Bilus-sama, il suffit juste qu'il tue Kaioshin-sama, qui est forcément beaucoup moins imposant qu'un dieu de la destruction. Donc tout paraît facile. Le problème de cette révélation, c'est que ça crée forcément de l'incompréhension et beaucoup de questions. Alors cette révélation, elle avait été déjà faite là il y a quelques jours dans le chapitre 15 de Dragon Ball Super, donc dernier chapitre qui vient d'être publié il y a quelques jours dans le Weekly Shonen Jump, et donc justement le chapitre 15 se finissait un petit peu avec ce cliffhanger, cette révélation où s'explique si le Kaioshin de Trunks est mort dans son futur, sous les coups de Dabla apparemment, donc c'est ce qui nous est révélé. Donc ça a l'air déjà d'être légèrement différent donc de ce qu'a pu nous raconter Mirai Trunks dans l'animé. Ici apparemment le Kaioshin serait mort sous les coups de Dabla, et donc oui s'explique que obligatoirement l'Akaishin de l'univers de Trunks est mort aussi, puisque ils sont liés. Ça se termine comme ça et on nous laisse là-dessus. Avec l'épisode on voit clairement que Bilus s'inquiète pour le Kaioshin actuel, donc le Kaioshin de l'Est pour rappel, donc le seul survivant Kaioshin. Il s'inquiète pour lui et il dit de le surveiller, de le protéger, parce que sinon s'il meurt, Bilus mourra aussi. Donc on peut se demander, alors est-ce que ça veut dire qu'il y avait plusieurs dieux de la destruction? En fait, un Kaioshin égale un dieu de la destruction, un Kaioshin égale un Akaishin, puisque on sait qu'avant il y avait au moins, il me semble, 3 Kaioshin de plus un Daikaioshin qui se sont fait pour les 3 tués par Buu-Pur, et le dernier, le Daikaioshin, absorbé, ce qui a donné le gros bout que vous connaissez actuellement.
Du coup, on peut se demander, voilà, est-ce qu'il y avait plusieurs Akaishin? Et je pense que finalement, il y a rien qui peut contredire ça, puisque je crois pas qu'on nous ait dit à un seul moment, enfin voilà, qu'il y avait un seul Kaioshin, Akaishin, un seul dieu de la destruction par univers. Hein. Mais peut-être que non, en fait, il y a peut-être un Akaishin par Kaioshin. D'ailleurs, on pourra remarquer qu'au niveau des Kaioshin présents dans l'univers 6, quand il y avait le tournoi univers 6-7, du côté de Champa, eh bien, il y avait l'air d'avoir deux Kaioshin, comme de notre côté, un Dai Kaioshin et un Kaioshin. Et Whis, mot pour mot, il dit que les Akaishin sont liés au Kaioshin, pas forcément au Dai Kaioshin. C'est un petit peu bizarre, j'espère que ce sera plus développé ça. Je pense que de toute façon, ça va servir l'histoire par la suite, puisque je suppose que si Zamasu apprend ça, lui qui trouve que les dieux n'interviennent pas assez et que en plus les Akaishin font peut-être pas assez leur boulot, hein, puisque lui il voudrait limite faire leur taf, eh ben est-ce que justement s'il apprend ça il va pas se débarrasser d'un Kaioshin pour se débarrasser d'un Akaishin et faire le ménage à sa place? Et comme je vous le disais une fois, donc je crois que c'était dans la précédente vidéo, je vous disais, admettons que le Zamasu du futur égale Black, et donc qu'il est massacré, par exemple, tout te vit dans l'univers 10, et qu'ensuite il soit passé à un autre univers comme l'univers 7. Je vous disais, c'est quand même curieux, que l'Akaishin de cet univers n'est pas intervenu pour l'arrêter. Et bien, si admettons, par contre, il a tué le Kaioshin qui serait lié à cet Akaishin, ça paraît tout à fait logique. Donc on peut se demander, justement, si Zamasu, ne va pas tuer Gowasu, puisque Zamasu n'est pas un Kaioshin titulaire, c'est Gowasu, donc Gowasu est forcément lié au Akaishin de l'univers 10. Donc si Zamasu tue Gowasu, forcément il va tuer l'Akaishin de l'univers 10 et il pourra faire ce qu'il veut s'il en a envie. Donc voilà, on peut se poser cette question-là. Après on peut se demander est-ce que Zeno interviendra ou quoi. Ça c'est encore trop vague pour pouvoir parler de cela, parce que clairement dans l'épisode aussi on a vu un truc qui était très intéressant, c'est que Zeno-sama, comparé à ce que certains pensent, il n'est absolument pas omniscient, puisqu'il convoque Goku tout simplement pour devenir son ami. Donc clairement on voit que Zeno-sama c'est un petit peu une sorte d'enfant, hein, finalement. Il convoque juste Goku parce qu'il veut s'amuser avec lui et que ça l'a fait rire en fait que quelqu'un le prenne par la main et lui fasse faire un petit peu l'avion entre guillemets. Donc voilà, une relation qui se crée entre les deux personnages assez simple et naïf. Et c'était très plaisant d'ailleurs cette scène où on peut voir tout le monde qui flippe, Kaioshin qui a deux doigts de tourner de l'œil quand Goku cherche un nom pour Zeno et qu'il appelle Zenchan. Donc c'était, moi j'ai beaucoup aimé, c'était très rafraîchissant cette scène, c'était pas lourdin quoi, ça faisait sourire, c'était assez plaisant, et comme je vous le disais, j'aime beaucoup en fait cette idée, cette relation là entre le roi de tous les univers qui est, on voit tout le monde le respecte énormément, tout le monde le protège, on voit les gardes qui s'offusquent à la moindre parole de Goku puisqu'il lui parle comme vous parlerez à votre meilleur pote quoi. Et donc du coup c'est plaisant de voir que cette naïveté de Goku, cette simplicité sert quand même énormément le scénario et lui permettent d'avoir des relations finalement assez fortes avec même des hauts gradés de l'univers, et que tout le monde se prend d'affection pour lui, puisqu'on peut même voir ce nouveau personnage donc qui est apparemment le grand prêtre, hein, donc j'ai l'impression que c'est un peu le chef des assistants comme Whis, qui serait plus puissant que Whis et qui ferait partie, on nous dit, des 5 plus puissantes personnes de l'univers. Donc là, c'est intéressant aussi puisqu'on commence à nous sortir une sorte de classement, on nous commence à nous parler de 5 personnes les plus puissantes de l'univers, et ça dans un shonen, pour moi ça n'est jamais dit, ce genre de choses n'est jamais dit au hasard. Obligatoirement on verra ces 5 personnes, et faut pas oublier que certainement le prochain arc sera le tournoi inter-univers, hein, donc le fameux tournoi entre les 12 univers. Zeno-sama aura peut-être sa propre équipe, et je serais pas surpris justement que son équipe soit composée des 5 meilleurs combattants de tous les univers, notamment de ce grand prêtre. Imaginez le défi que cela représenterait pour Vegeta et Son Goku, ça pourrait être assez énorme. Alors certes pour le moment rien ne laisse présager que Goku arrive ne serait-ce qu'au stade de Whis, mais pour commencer à nous mettre en place des personnages qui sont au-dessus de Whis, moi je me dis... à quoi ça sert de nous dire, Whis qui dit carrément qu'il a aucune chance face à ce personnage-là. Je me dis, c'est encore une étape à passer. Moi, je vois mal Goku ne pas les rattraper. Hein. Alors, peut-être que je me vends du rêve, mais j'ai quand même hâte de voir ça. En tout cas, j'ai trouvé ce nouveau personnage très intéressant, très charismatique aussi. Il a l'air très sage, très posé. On voit que d'ailleurs, la situation entre Goku et Zeno, là où tout le monde s'offusque, lui, ça le fait sourire, ainsi que Whis. Hein.
On voit qu'ils prennent ça plutôt avec le sourire et j'ai même l'impression qu'ils sont heureux justement pour Zeno-sama. Et d'ailleurs donc Zeno-sama ou Zeno-chan maintenant, hein, comme vous voulez, eh bien il refilera d'ailleurs une sorte de petit bouton magique qui permet de l'invoquer à n'importe quel moment. Et donc Goku met ça dans sa poche, lui dit bah ok, en gros je t'appelle dès que j'ai fini ce que j'ai à faire. Donc nous on sait déjà hein, ce qu'il a à faire. Et eh bien on jouera carrément sur Terre. Donc je trouve ça assez rigolo finalement que le grand roi Zeno puisse venir sur Terre quand il en a envie. Et qu'il devienne certainement un personnage qui intègre un petit peu la Z-Team comme finalement Bilus et Whis l'ont un petit peu intégré, hein, on va dire que maintenant ils font un peu partie de la bande. Eh bien je serais pas surpris que Zeno ce soit son cas aussi. Du coup j'ai hâte de voir la tronche de Bilus quand il verra Zeno débarquer comme ça. Alors Goku fait un peu une promesse en l'air où il lui dit que je te ramènerai quelqu'un qui deviendra ton meilleur ami, sauf qu'on voit que face à Kaioshin, eh bien il n'a aucune idée de qui il pourrait ramener. Mais moi je pense qu'il a quand même une idée derrière la tête. Alors, moi, honnêtement, quand il a dit ça, j'ai pensé peut-être à Pan. Pan qui est finalement une enfant, un bébé, il pourrait jouer avec, tout ça. Mais bon, après, est-ce que ça plaira à Gohan, ce genre de choses? Mais moi, je me dis, ça pourrait le faire. On peut penser peut-être aux petits Trunks et Goten. Enfin voilà, je pense plutôt à des gens enfantins. Ou alors, peut-être Pilaf et sa bande. Ce serait assez humoristique qu'ils se retrouvent avec le roi de tous les univers. Voilà, en tout cas, on voit que Zeno, il s'ennuie hein, dans sa position. Il est dans un endroit comme Goku qualifie d'assez ennuyeux. Et donc, il cherche des amis pour s'amuser. Donc ça ferait un bel happy end quand même, je pense. Et donc après, on reprend les choses sérieuses, hein, puisqu'on voit le côté de Zamasu, hein, donc toujours sur la planète Babari, je crois que ça s'appelle, en train d'observer ce peuple, bien comme son nom de la planète, assez barbare finalement, qui s'entretue puisque c'est le plus fort qui l'emporte. Donc on a toujours ces débats un petit peu idéologiques entre Gowasu et Zamasu sur le fait bien que les humains peuvent apprendre de leurs erreurs pour construire un futur meilleur. Et Zamasu, lui, qui constate que les humains, les races humanoïdes, hein, donc les êtres vivants, ne méritent pas la confiance ni la compassion des dieux puisqu'ils n'apprennent rien et que le cadeau qu'ils leur ont fait, donc l'intelligence, ne leur sert strictement à rien puisqu'ils ne l'utilisent pas et donc ils méritent juste de disparaître. Donc voilà, on a un gros combat idéologique là-dessus. On aura un moment une scène assez forte hein, puisque Gowasu à un moment est à deux doigts de se prendre un coup de masse sur la tronche. D'ailleurs j'ai trouvé que le personnage pour un Kaioshin, même s'il a ses idéologies, le fait que les humains peuvent être intelligents machin, il a l'air complètement paralysé devant ce monstre. On dirait qu'il a à deux doigts de se faire tuer et donc Zamasu intervient, le repousse. Et il n'en s'arrête pas là puisqu'il le tue. Et d'ailleurs un truc assez sympa dans cette scène là, et c'est con, ça risque à les aliens, on avait le droit à un petit peu de sang. Et ouais, c'est quand même assez fou que dans Dragon Ball, normalement Dragon Ball Z c'était quand même assez violent, il y avait du sang, tout ça. Et ici on est quand même assez censuré, sauf sur les races aliens. Donc j'avoue que c'était quand même plaisant de voir un minimum de violence. On n'est pas non plus des gros tarés, mais voilà, un peu de sang, c'était un peu plus sympa avec voilà la scène où Zamasu le coupe en deux. Et d'ailleurs on dirait que Zamasu il a des sortes de dédoublements de personnalité par moment, puisque on voit clairement qu'il perd l'esprit à ce moment-là. Il se laisse complètement emporter par sa colère, sa haine, j'ai l'impression, son dégoût, on pourrait même dire, des humains, et il le découpe en deux. Il écoute même plus du tout Gowasu, et Gowasu le secoue, pourquoi t'as fait ça, et on voit comme s'il reprenait un petit peu connaissance. Donc on voit clairement qu'il est en train de se laisser consumer par la haine. Et du coup l'épisode au niveau de Zamasu, Gowasu se clôture un petit peu là-dessus sur leur combat un petit peu idéologique et sur leur idée de la justice. Et donc en gros Zamasu, pour lui la justice, clairement, il commence à parler comme Black, hein, c'est que toutes les races humaines doivent disparaître. Et d'ailleurs ce que j'ai beaucoup aimé durant ce un petit peu conflit d'idées, c'était toute la mise en scène derrière avec le thé toujours, hein, qui reflète un petit peu l'âme, qui reflète les sentiments, et aussi les pétales de rose, hein, puisqu'ils sont sous une sorte d'arbre de cerisier, j'ai l'impression, de sakura, les pétales de rose qui tombent comme ça, permettant, alors même s'ils vont vers le haut bizarrement là, ils sont assez roses au début du débat. Et quand on voit Zamasu qui change un petit peu de caractère, qui commence à vraiment partir un petit peu dans cette démence et dans cette idée d'exterminer les races humanoïdes, on peut voir les pétales devenir vraiment rouge écarlate, un petit peu comme du sang. C'était un détail assez secondaire, mais que j'ai trouvé ça rajoutait pas mal de cachet finalement à la scène. Donc maintenant, jusqu'où ça va nous amener tout ça? Est-ce que tout est lié, comme je vous le disais une fois? Reste à voir. Ou alors est-ce que ce sera une nouvelle menace, le Zamasu du présent? On verra. Et donc après, l'épisode se termine avec le voyage vers le futur de Goku et Vegeta. Alors ici aussi, j'ai beaucoup aimé les plans de Goku et Vegeta, la machine à voyager dans le temps de Trunks. C'était assez sympa.
J'aimais bien la mise en scène de Vegeta et de Goku là-dessus. Et donc l'épisode finalement se termine là-dessus. Hein. Goku et Vegeta viennent d'arriver dans le futur et les choses sérieuses vont commencer. Hein. Trunks est surpris de pas trouver le cadavre de Bay et Goku se retrouve tout seul et donc visiblement il est pris pour Black et est attaqué. Et donc maintenant on n'a plus que hâte de voir Black arriver pour voir un petit peu la suite du conflit et cette nouvelle rencontre entre les 4 Saiyajins. Et donc la preview de l'épisode 56 les amis, alors visiblement c'est Vegeta qui va ouvrir les hostilités directement en Super Saiyajin Blue, hein, donc il va rentrer dans le lard à Black. Alors j'ai hâte de voir ça, j'avais vraiment hâte d'avoir enfin un Vegeta contre Black, hein, parce qu'on n'avait pas eu le droit encore à cela. Et donc très rapidement, visiblement, Black va se transformer, dévoiler son plein potentiel, hein, enfin on suppose, avec sa fameuse transformation Super Saiyajin rosé. Donc visiblement, apparemment c'est comme ça, c'est rosé, c'est pas rose la couleur, rosé qui ferait plus référence au vin, je pense. Hein. Donc ça reste dans cette idée des dieux et de leur nom un petit peu d'alcool, puisque bien Black a l'air d'être un mélange entre un Saiyajin et puis un Kaioshin finalement. Donc voilà, le Super Saiyajin rosé, eh bien qui rend assez bien à l'écran, hein. Que ce soit son aura un peu violette foncée avec des reflets roses et ses cheveux, eh bien finalement un peu blancs comme je l'imaginais avec des reflets roses aussi dessus, eh bien il a plutôt la classe le Black. Et j'ai hâte de le voir, eh bien à l'action. Je pense qu'il sera certainement un peu plus fort que Vegeta et Goku et qu'il faudra certainement trouver eh bien une manière de tuer ce Black. Donc j'ai hâte d'avoir le dénouement aussi de cette histoire, mais j'espère qu'on aura le droit à un bon combat assez anthologique, hein, on l'espère tous. Donc hâte peut-être de la semaine prochaine et d'avoir enfin ce combat, cette revanche et puis plein potentiel de voir Super Saiyajin Blue, Sangoku et Vegeta face à ce Black Super Saiyajin rosé. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Et bien comme d'habitude, j'espère bien que cette vidéo vous aura plu et puis j'ai hâte d'avoir votre avis sur l'épisode et vos théories, vos opinions sur la suite de l'aventure. N'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viendrai vous lire. Sur ce, je vous souhaite bien un excellent manga, un excellent animé et je vous dis à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 56. Tchuss.